Donc, en tout cas, merci d'abord de me donner cette opportunité. C'est toujours un plaisir de pouvoir apporter ce que le monde académique a à dire et le transmettre au monde politique sur un dialogue très utile, fructifiant. Et donc, ma thématique va être sur la dette publique. Alors, est-ce que c'est un outil qu'il faut utiliser? Donc, à la limite, ou c'est une contrainte, un outil peut-être, mais à ne pas trop toucher. Et pour ce faire, je vais me reposer en fait avant tout sur les chiffres pour la Confédération, puisqu'il y a à peu près une année, j'ai l'occasion de faire une étude là-dessus, qui était en fait une étude de background pour le PS suisse. Et puis, je vais vous donner un peu les angles qui viennent de la recherche académique. Alors, on va pas partir sur des modèles compliqués, mais il s'avère que c'est un sujet qui est très actif aussi parmi les niveaux académiques, et j'aurai en toute fin de présentation les liens sur deux présentations vidéo qui, hasard du calendrier, ont été faites la semaine passée et que je trouve étaient assez bien faites. Alors, elles sont en anglais, plutôt axées sur la dette américaine, mais la thématique est la même. Alors, si on commence par mettre quelques chiffres pour la dette de la Confédération, j'aime souvent plaisanter que la Suisse a un problème de dette publique. La dette publique est trop faible. Donc d'habitude, les pays ont toujours problème inverse. Elle est faible et légère, c'est-à-dire qu'elle coûte peu. Donc, si on regarde sur ce slide, le graphique de gauche vous montre la dette de la Confédération. Donc, ce sont des chiffres qui viennent de l'administration fédérale des finances via le site internet de la BNS. Et vous avez, depuis 1990, la ligne bleue vous montre la dette en milliards de francs. Vous voyez sur la droite qu'il y a cette coupure avec cette ligne pointillée verticale. Ça vous indique à partir de quand ces chiffres sont des prévisions. Et ce que j'ai mis, donc la ligne bleue solide, c'est les derniers chiffres qui en fait incluent les mesures prises durant la première vague. Donc ça n'inclut pas encore les mesures qui sont actuellement prises. Et ce que j'ai mis, vous voyez qu'il y a une ligne bleue pointillée, c'était en fait les projections il y a une année. Donc ça nous donne une idée un peu de l'impact du Covid sur les finances publiques. Donc en bleu, vous avez la dette en milliards de francs. Maintenant, en économie, on exprime toujours les choses en fonction du PIB, c'est-à-dire l'idée est très simple, c'est comme pour un ménage, dire si j'ai une dette de 20 000 francs, c'est grave, ben, si votre revenu est de 20 000 francs, c'est problématique. Si votre revenu est de, je sais pas, 80 000, c'est moins grave. Donc, on exprime toujours en fonction du PIB, et ça, c'est la ligne rouge que vous voyez, de nouveau avec les prévisions, et puis le pointillé qui vous montre ce à quoi on s'attendait il y a une année. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit déjà dans les années 90, il y a une très forte montée. C'était la décennie perdue de l'économie suisse suite au rejet de l'espace économique européen. Notre pays a connu une croissance très très faible et du coup les dépenses publiques ont augmenté et le PIB a stagné. Donc sans surprise, ces courbes sont montées et c'est ça qui a conduit à la mise en place du frein à l'endettement au début des années 2000. Et on voit que ce frein agit. Alors en même temps, il y a le frein, il y a aussi le fait que l'économie reprenne, ce qui aide toujours. Plus l'économie va bien, ça réduit les dépenses pour le chômage, ça augmente les recettes fiscales. Puis le simple fait que le PIB augmente implique que tout ratio par rapport au PIB va diminuer. Donc on voit ces lignes qui diminuent. En fait, si on prend la ligne bleue, on voit que sur les 10 années, euh, les 20 dernières années, la Suisse a remboursé la dette. Ça doit être un des seuls pays à l'avoir fait. L'Allemagne est pas loin. Et si on voit la ligne rouge, elle descend aussi, bien sûr, plus rapidement, parce que non seulement on rembourse de la dette, mais en fait, l'économie est en croissance. Donc, ça va naturellement diluer cette dette. Si on regarde dans les années qui viennent, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a les mesures Covid. De nouveau, c'est juste la première vague. On voit une montée de la dette. Mais ce que j'aime bien sur ce graphique, c'est que ça relativise beaucoup. On a tendance un peu à prendre ces milliards qu'on voit, qui font parfois souci, un milliard, ça fait des gros chiffres. Alors, comme macroéconomiste, on a l'habitude de voir des chiffres avec beaucoup de zéros. Donc, quand on parle de milliards, on prend ça plutôt calmement. Et comme je dis souvent à mes élèves, voyez un chiffre, divisez-le par le PIB et prenez ça de manière posée. Et là, vous voyez que c'est plus faible. Et même en fait, avec cette montée, même si on devait monter encore plus avec cette deuxième vague, on reste dans des valeurs qu'on a déjà vues. Donc, si je prends la dette par rapport au PIB, qui est à moins de 15%, même si elle de monter
disons à 20, qui serait énorme, ben, ça reste moins que ce qu'on avait au début des années 2000. Donc, la dette, la Confédération n'est pas grande. Les cantons ont une évolution un peu similaire, moins marquée. Les courbes pour les cantons sont plutôt plates qu'en descente, mais même là, avec les mesures récentes, c'est pas dramatique. Donc, je crois que quand on parle de la dette publique, il faut garder la tête froide. Bien sûr, tout argentier n'aime jamais emprunter, c'est un peu la base de leur métier. Si on parle de dépenses publiques et puis que le ministre des Finances dit super, on y va, ce serait un peu spécial. Mais après, je crois que cette réserve naturelle ne doit pas conduire à dire non de toute manière. Il faut aussi voir les ampleurs et ne pas se laisser impressionner par des gros chiffres. Et c'est d'autant plus important que cette dette ne coûte pas cher. Ce que j'ai mis sur le graphique de droite, c'est le rendement des obligations de la Confédération sur la maturité. Donc, par exemple, la courbe rouge vous dit si vous achetez une obligation de la Confédération qui sera repayée dans 10 ans, combien est-ce que vous gagnez? Vous voyez que cette courbe est à une forte descente et en fait, toutes ces valeurs sont négatives maintenant. Et ça fait 5 ans qu'elles le sont. Donc, littéralement, les marchés sont prêts à payer la Confédération pour lui confier leur argent. Et on ne parle pas juste pour 3 mois, on parle de 10 à 20 ans. En fait, si vous voulez, l'image que je vous donne toujours, c'est un coffre en banque. Vous voulez mettre une liasse de billets dans un coffre en banque, ben vous allez payer un frais à la banque pour pouvoir y garder votre argent. Alors un coffre, on peut le faire bien sûr qu'avec une petite quantité physique de billets. Si vous avez plutôt des millions que vous devez parquer quelque part, et bien sûr c'est pas en cash physique, et ben la Confédération, c'est très bien parce que vous ne vous faites pas de soucis, vous savez très bien qu'elle vous remboursera. Une situation où la Confédération ferait des défaut de paiement, en fait, ça veut dire que toute l'Europe ce serait en catastrophe. Donc là, de toute façon, tout irait mal, mais c'est très très peu probable. Donc ça reste un placement sûr, c'est un peu l'équivalent du cash, mais en grosse valeur, sauf que sur le cash, vous ne payez pas un rendement négatif. Alors là, je parle de la Suisse, mais cette baisse des taux, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'observe partout. Ce sont des pays avancés depuis 15-20 ans, et même certains pays émergents. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais les taux d'intérêt baissent, c'est normal puisque l'inflation a baissé. Et plus l'inflation est forte, plus le taux d'intérêt est fort. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière très standard en économie. Donc, on pourrait se dire, mais regardons ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire sans l'inflation. La tendance est moins marquée, mais elle est là. Vous avez quand même une tendance claire. On pourrait se dire, ah oui, mais il faut aussi prendre en compte le cycle conjoncturel, puisque plus une économie est en forte croissance, plus le taux d'intérêt réel va être élevé. C'est ce qui ressort de tout modèle macroéconomique. Donc, beaucoup de gens ont fait ça. Alors, comment est-ce qu'on filtre le cycle conjoncturel? Ça demande quelques travaux statistiques. Mais on peut estimer ce taux réel, ce qu'on appelle le taux réel naturel. Et c'est-à-dire, quel serait le taux d'intérêt réel si l'économie n'était ni en récession ni en surchauffe? Ça a été fait pour plusieurs pays et on voit des tendances à la baisse et une baisse assez marquée depuis 10 ans. Donc cette tendance, on la voit partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est particulièrement marquée pour les actifs, on appelle les actifs sûrs. Ce qu'on entend par là, c'est un actif qui va garder sa valeur, même si vous avez une crise systémique. Donc on pourrait se dire, ah ben tiens, est-ce qu'un investissement dans une grande entreprise est un actif sûr? Ben, si cette grande entreprise est une banque et que vous avez une crise bancaire, pas forcément. Par contre, ce qui est un actif sûr, ce sont les titres souverains. Alors de certains pays, on parle Suisse, Allemagne, États-Unis. Je ne ferai pas ce qualificatif pour la dette publique grecque, par exemple, ou même italienne. Mais en fait, on voit cette baisse et beaucoup de gens ont estimé pourquoi. Et en fait, la dette publique a ce côté un peu spécial, c'est l'actif de référence. Et c'est un point sur lequel je reviendrai. Donc, c'est vraiment l'actif sur lequel vous ne pouvez pas faire de soucis. Pourquoi? Parce que l'État a toujours la possibilité de lever l'impôt pour rembourser, alors qu'une entreprise peut faire faillite. Donc, l'État est toujours plus sûr, à moins, de nouveau, quand on parle de pays comme la Suisse, Allemagne, États-Unis, pour d'autres pays, on a quand même dans l'histoire des défauts souverains. On pourrait se dire, bon, c'est bien, mais est-ce que ça va durer? En fait, il est peu probable que les taux remontent. Après, faut jamais dire que c'est impossible, rien n'est jamais certain quand on fait des prévisions.
Mais il y a plusieurs recherches qui ont regardé qu'est-ce qui explique ceci, et du coup, on peut se dire, est-ce que ces facteurs explicatifs sont des facteurs plutôt structurels? Alors, première chose, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, il y a une certaine baisse de la croissance de long terme, donc ce qu'on appelle la croissance potentielle, et c'est surtout dû à une baisse de la productivité. Donc la productivité, alors elle augmente toujours, mais beaucoup moins qu'elle ne le faisait dans le passé, et ça, naturellement, ça va faire baisser le taux d'intérêt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'évolution démographique. Avec le cycle de vieillissement des pays, ben, quand une population vieillit, elle va épargner pour ses vieux jours. Et puis alors après, il y aura une deuxième phase où elle va consommer cette épargne, mais on n'en est pas encore là. Et les études ont regardé ça sur plusieurs pays. Et par exemple, dans le cas des États-Unis, où ça a été regardé en détail, les recherches estiment qu'à peu près 1% du taux d'intérêt a baissé à cause de ça. Après, les marchés sont aussi globalisés. Donc, un changement, c'est que le poids des pays émergents dans l'économie mondiale a augmenté. La Chine est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était. Or, ces pays émergents ont des taux d'épargne plus élevés que les pays avancés, pour toutes sortes de raisons. Et donc, si vous avez une part plus importante de gens qui sont actifs dans le marché et qui épargnent beaucoup, ben, ça fait une hausse de l'offre d'épargne. Et comme dans tout système d'offre et de demande, le prix s'ajuste, et l'ajustement du prix, c'est une baisse du taux d'intérêt. Et puis, il y a cette demande pour les actifs sûrs. Alors, avant la grande crise financière de 2007-2008, il y avait déjà cette demande, mais le secteur privé, aux États-Unis, avait fait ces actifs structurés qui étaient notés triple A. Donc tout le monde pensait que c'était sûr. Puis il s'avérait que le triple A sur un panier de dettes hypothécaires, c'est pas vraiment le triple A d'Oncle Sam. Et donc il y a une grosse désillusion. Les gens ont révélé tout ça et se sont du coup reportés sur les actifs qui sont vraiment sûrs. Et du coup, quand vous avez rué sur ces actifs, ben, le prix s'en ressent. Et tout ceci fait que la dette publique est plus facilement supportable qu'on ne le pensait. Et au début 2019, Olivier Blanchard a écrit tout un papier là-dessus qui a reçu beaucoup d'attention. Alors, pour vous situer la personne, Olivier Blanchard, donc macroéconomiste à MIT, enfin, il est maintenant au Peterson Institute à Washington. C'est une des grandes figures de la macroéconomie et il a servi comme chef économiste du FMI. Le FMI qui d'habitude n'est pas vraiment enclin à pousser les pays à emprunter. Mais en fait, on peut soutenir ça. Et soit dit en passant, lorsque le FMI en 2019 a fait sa mission d'évaluation de la Suisse, qu'ils font régulièrement, ce qu'on appelle les missions d'article 4, un des messages, le FMI dit à la Suisse, mais votre politique budgétaire est trop restrictive. Vous pouvez emprunter, il y a des besoins d'investissement, faites-le. Donc c'est quand même inhabituel d'avoir le FMI qui dit allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, si on prend ça et puis donc comme je dis, la dette est moins lourde. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder simple dynamique comptable. J'ai mis là les aspects analytiques, mais je vais me concentrer sur ce que ça veut dire en termes intuitifs. Juste, ça vous montre en fait d'où ça vient et que c'est pas une hypothèse qui tombe du ciel. Alors, on commence par une simple évolution de bilan en fait. On va dire, bah, pourquoi est-ce qu'on la dette augmenterait? Ben, d'abord, il y a ce qu'on appelle le déficit primaire. Je touche moins en impôts que je dépense. Et puis, je dois aussi payer les intérêts sur la dette initiale. Après, comme je l'ai dit, ce qui est important en macroéconomie, c'est la dette par rapport au PIB. Donc, 10 milliards de francs maintenant, c'est pas la même chose que 10 milliards de francs il y a 20 ans. Et on peut faire l'ajustement, et c'est ce que vous voyez en bleu. Donc, l'évolution, et je m'aperçois qu'il y a un petit typo, ça devrait être BT moins 1. On va vite corriger ça, comme ça c'est fait. Voilà. Euh, donc, l'évolution de la dette, c'est le déficit primaire. Et puis, vous avez, et ça c'est important, ce terme à la fin qui vous montre l'écart entre le taux d'intérêt, je dénote par I, et le taux de croissance de l'économie, G. Et ce qu'on voit, c'est que si le taux d'intérêt est plus élevé que le taux de croissance, ben, la dette va avoir tendance à une dynamique explosive. Donc, même si je ne fais pas de déficit, le fait que je doive payer des intérêts, ben, je dois m'endetter pour les payer. Et tout ceci fait exploser ma dette plus vite que le PIB. Et là, j'ai un problème. En revanche, si le taux d'intérêt est plus faible que le taux de croissance, le ratio dette-PIB va se diluer de lui-même. Donc en fait, la dynamique joue en votre faveur.
Et ça, c'est le point essentiel que Blanchard a souligné dans ses recherches. Et si on se dit, alors qu'est-ce que ça implique sur le long terme? Donc, imaginons qu'on ait une situation où les variables sont constantes, ce qu'on appelle un état stationnaire en économie. Donc, taux d'intérêt, taux de croissance sont constants. Et on va se dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que le ratio dette-PIB soit aussi constant? Et vous faites le calcul avec l'équation d'avant, vous arrivez à ce résultat. Et là, de nouveau, vous voyez ce I moins G, donc taux d'intérêt moins taux de croissance. Si le taux d'intérêt est plus bas que le taux de croissance, on peut faire un déficit primaire, donc donc impôt moins dépenses, tout en gardant la dette stable. Pourquoi la dette, le ratio dette PIB se dilue de lui-même? Et en fait, si on regarde cette équation, ça a l'air vraiment très sympathique, puisque plus la dette est élevée, plus ce déficit est large. Alors là, ça a l'air presque d'être magique, mais tout de suite, attention, c'est vrai pour un taux d'intérêt donné. Donc il ne faut pas non plus avoir un enthousiasme excessif. Or, en général, plus vous avez de dettes, plus vos taux d'intérêt vont augmenter. Estimer ça pour la Suisse est délicat, mais on va s'attendre à ça. Puis là, j'ai mis un petit exemple tout simple qui vous montre que si vous avez un taux d'intérêt qui augmente avec la dette, alors vous pouvez faire un déficit. Il y a une valeur de la dette qui va vous le maximiser. Et puis, si la dette devient suffisamment haute, là, cet écart taux d'intérêt, taux de croissance n'est plus en votre faveur. Donc, cette équation de dire, ah, mais plus on a de dettes, plus on peut faire de déficit, c'est vrai pour un écart donné de taux d'intérêt et croissance, cet écart qui aura tendance à se réduire si vous avez une dette élevée. Et puis aussi, si vous avez une dette élevée mais que l'écart taux d'intérêt croissance se retourne, alors ça fait très mal. En fait, c'est une situation qui serait un peu similaire à celle d'un hedge fund, donc un fonds qui emprunterait à un faible taux d'intérêt pour investir à un taux d'intérêt plus élevé. Alors, tant que l'écart des taux est en votre faveur, c'est magnifique. L'effet de levier vous génère des gros rendements. Le jour où l'écart entre vos taux, le taux que vous payez et celui que vous recevez tourne, vous faites faillite très vite. Donc là, c'est pas tout à fait la même problématique, mais il y a la même similitude. Donc, il faut toujours aussi se demander, mais est-ce que le risque d'un retournement de taux est substantiel? Parce que si ce risque se matérialise et que vous vous retrouvez avec une dette élevée, vous êtes mal pris. Alors, ça, c'est théorique. Qu'est-ce qu'il en est en Suisse? Donc là, ce que je vais faire dans ces graphiques, c'est vous montrer l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance de l'économie. Et si on a des valeurs négatives, la dynamique est stable. Donc le ratio dette-PIB s'autodilue. Alors ce que j'ai mis sur le graphique de gauche, je calcule cet écart. La ligne bleue, en fait, je prends simplement le taux d'intérêt à 10 ans pour la Confédération, et puis je le fais par rapport au taux de croissance de l'année en question. Vous voyez que c'est assez volatile, donc la ligne verte, je prends le taux de croissance moyen sur 2 ans pour lisser un peu les choses. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce chiffre a tendance à être négatif. Il y a eu une exception intéressante, c'est les années 90. Et en fait, c'est la décennie où la Suisse stagnait suite au refus de l'EE, où les finances publiques ont commencé à déraper. On a vu tout au début de la présentation que la dette montait très fortement. C'est ça qui a conduit au frein à l'endettement. Mais depuis lors, c'est plus le cas. Il y a quelques années exceptionnelles, 2015 avec l'abandon du taux plancher. Sans surprise, 2020, les prévisions de croissance sont très négatives. Mais après, ça, c'est une année. Donc, donc ça nous montre cet écart en notre faveur. Après, on pourrait dire, c'est très bien, mais ça nous montre le passé. Nous, on aimerait se projeter dans l'avenir. Alors, pour ce faire, il faut faire le même raisonnement en prenant des prévisions du taux de croissance. Et qu'est-ce que j'ai fait sur le graphique de droite? Donc, c'est toujours conceptuellement la même chose, taux d'intérêt moins taux de croissance. La ligne verte, c'est exactement la même qu'à gauche. Donc, je prends le taux de croissance à 2 ans. Et puis après, les deux autres lignes, j'ai pris les prévisions du FMI. Donc, tous les 6 mois, le FMI fait une prévision à 5 ans. Vous pouvez télécharger les données sur leur site. Et j'ai mis deux lignes. Bon, alors, je crois que le plus important de se concentrer sur la ligne rouge. Je dis, mais si on est dans l'année T, qu'est-ce que le FMI prévoit comme croissance entre T plus 3 et T plus 5? En fait, pourquoi prendre cette fenêtre? Parce qu'on peut dire ce qu'il prévoit pour l'année prochaine, et ça reflète le cycle conjoncturel.
les prévisions de croissance à un horizon de 3 à 5 ans reflètent plus ce que le FMI considère comme la croissance de long terme de l'économie suisse. Donc ça vous permet un peu de lisser les écarts. Et puis la ligne jaune, c'est que je commence aujourd'hui jusqu'à 5 ans. Donc la ligne jaune inclut le cycle conjoncturel des 2 années à venir. Bon, ce que vous voyez, c'est que c'est clairement négatif. En fait, c'est devenu plus négatif. Alors, on peut se dire, est-ce que le FMI est un peu trop optimiste sur la croissance? Ça peut se discuter. Mais on voit que même en prenant ces projections, l'écart est en notre faveur. Donc cet écart n'est pas une absurdité qui se produit quelques années spéciales, il y a vraiment une tendance de fond. Donc on est très bien loti en Suisse. Alors si je prends cette évolution puis que je fais mon calcul pour estimer, tiens, quel serait le déficit qu'on peut faire tout en stabilisant le ratio dette au PIB, donc c'est exactement la petite formule que j'avais avant. Alors je prends le ratio de dette au PIB actuel, je prends le taux d'intérêt qu'on a en 2020, moins 0,5. C'est quand même extraordinaire. Les gens sont prêts à payer 1,5% à la Confédération sur 10 ans. Donc ça fait que sur 10 ans, ils sont prêts à laisser 5% de leur avoir simplement pour parquer leur argent au chaud. On prend la croissance, on calcule ça fait un déficit de 0,38 du PIB, c'est un peu moins de 3 milliards par an. C'est pas avec ça qu'on va sauver la VS, hein, c'est clair, c'est pas des montants faramineux, mais c'est toujours bon à prendre. On peut faire varier les paramètres, on reste dans ces optiques. Donc, il y a de la marge. Après, à quoi on l'affecte? On peut faire des dépenses, des investissements. On peut faire des baisses d'impôts aussi. Après, chacun a sa sensibilité politique sur quelle mesure. Mais de nouveau, ça marche pour autant qu'on n'ait pas un retournement des taux d'intérêt, ce qui, dans le cas de la Suisse, me paraît peu probable, honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça pour la suite? Bon, on a une dette qui se stabilise d'elle-même, donc euh, on peut rester calme en Suisse. On peut voir venir, on peut faire des déficits. C'est le fait que le taux d'intérêt soit si bas, voire carrément négatif, fait que les investissements, en fait, peuvent être financés très facilement. Après, on veut investir en infrastructure, les transports, c'est une possibilité. Après, il y a peut-être certaines limites aussi à la vitesse où on peut aller. Après tout, creuser les tunnels ne se fait pas en 6 mois. Il y a toute la thématique du changement climatique, d'améliorer l'efficience énergétique des bâtiments, promouvoir une transition de véhicules à moteur à des véhicules électriques. Et puis, je pense qu'il y a tout un aspect formation. On a la digitalisation de l'économie qui a aussi pris un coup de fouet Covid. Alors, il y a des gens qui ne sont pas forcément préparés à ça, que ce soit voilà, au niveau de formation ou bien des gens qui sont sortis de l'école il y a longtemps. Donc, on peut faire un effort de formation aussi bien primaire, mais continu surtout. Et là, en fait, alors c'est pas un investissement matériel, mais c'est un investissement dans le capital humain, qui est une forme de capital tout autant que le capital physique. Et là, ce serait quelque chose à faire. Exactement comment le faire? On peut imaginer des associations avec l'économie elle, est bien au fait des besoins. On peut imaginer plusieurs formes. Aussi quelque chose qui est très important de se garder à l'esprit, quand on parle de dette, les gens voient un fardeau. Et souvent, les gens se disent, ah, mais moi, comme ménage, ma dette, il faut que je la rembourse. Ce qui est naturel, puisque c'est la situation qu'on connaît le mieux. Ce que je dis toujours, c'est que moi, comme individu, ben, je serai à la retraite et puis après, je serai plus là. Mais l'État, non. L'État va rester. Donc, on n'a pas du tout le même horizon. C'est ça qui est important. Ce qui est vrai pour un individu n'est pas vrai pour l'État. Et même ce qui est vrai pour une entreprise n'est pas vrai. Alors déjà, une entreprise va pas voir la dette comme quelque chose à rembourser. Euh, Aucune personne qui gère les finances d'une entreprise va vous dire le financement optimal, c'est 100% fonds propres. Pas du tout. La dette a un rôle à jouer. Mais pour l'État, c'est encore plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une forme d'infrastructure. Et je fais toujours le parallèle avec le cash. On détient tous un investissement qui rapporte rien. C'est des billets de banque. Et le billet de banque, formellement, c'est un prêt à un horizon infini qu'on fait à la Banque nationale suisse, prêt qui ne sera jamais remboursé. Si vous allez à la BNS en disant je veux plus mon billet de 100 francs, ils vous en donneront deux de 50. Mais ils vont pas vous donner un petit peu d'or ou quoi que ce soit d'autre. Alors pourquoi est-ce qu'on détient ça? Parce que c'est l'actif de référence. Dans tous les pays, la dette publique, ça vous donne le seuil. Ah ben si la dette publique rapporte tant à 10 ans,
et que je dois décider du prix auquel je suis prêt à prêter une entreprise, en général, je vais prendre le taux de dette publique et puis je rajoute une marge. Donc c'est vraiment un socle. C'est un peu comme une infrastructure physique. On peut penser que la dette publique, c'est un peu les routes dans les marchés financiers. Et puis alors, cette valeur montre aussi la confiance que le monde nous porte. Pourquoi les gens sont prêts à sacrifier une partie de leur avoir pour mettre en Suisse? Parce qu'ils savent que là, ils ne risquent rien. Donc on n'a pas de pétrole, mais on a de la confiance. On a un actif intangible, donc il faut en prendre avantage. J'ai cité la possibilité d'investissement. Un des points que j'ai mis dans l'étude il y a une année, c'est de faire un fonds souverain. Alors qu'il n'a rien à voir avec la Banque nationale. Mais on va me dire, bah, si la Confédération peut emprunter à très long terme à de bonnes conditions, pourquoi pas le faire, créer une structure souverain, puis réinvestir ça, ça ferait en fait comme une caisse de pension. Et pour un exemple d'un pays qui fait ça, c'est Singapour. Temasek, c'est essentiellement ça. Le fonds souverain de Singapour est financé par l'épargne de retraite des Singapouriens. Alors j'estime, en regardant les rendements qu'on a sur les différents marchés, en prenant plusieurs scénarios, si on faisait un fonds de 10% du PIB, on pourrait lever entre 1 et 2 milliards suivant ce qu'on considère. Donc, c'est juste une première estimation, on pourrait raffiner ça, mais ça donne une idée que cette valeur que le monde nous fait confiance, profitons-en. Alors, on peut discuter quelle option serait la meilleure. En tout cas, ce qui peut être sûr, c'est que c'est préférable au remboursement de la dette. Parce qu'en fait, quand vous avez une dette qui coûte moins 0,5%, si vous la remboursez, vous investissez de fait à moins 0,5%. C'est un rendement atroce et toutes ces autres options qu'on a mises sont des rendements plus intéressants. Donc, on peut très bien faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne demande pas du tout de supprimer le frein à l'endettement. Euh, dans ce cas-là, et en fait, je dis toujours de manière un peu provocatrice que quand on me dit mais est-ce qu'il faut respecter le frein à l'endettement, je réponds toujours oui, j'aimerais bien qu'on le respecte, vu que ça fait 10 ans qu'on le viole. Ça fait 10 ans qu'on réduit la dette. Le frein dans l'endettement n'a jamais parlé de réduire la dette. Il a parlé de la stabiliser. Donc, première chose. Et deuxième chose, il y a une lecture du frein à l'endettement qui est faite qu'il faut stabiliser la dette en valeur absolue. Ce qui pour un macroéconomiste ne fait pas de sens. Il faut la stabiliser en pourcent du PIB. À quel niveau? Là, c'est un choix qui n'est pas qu'économique, c'est une valeur, mais on pourrait très bien en débattre. Mais en fait, ce qu'on peut dire en économie, c'est que 0% du PIB de dette, ce n'est pas une bonne idée, puisque, comme je l'ai souligné, la dette, en fait, c'est une forme d'infrastructure financière. Donc, la supprimer au même titre qu'on ne demanderait jamais à la Banque nationale de supprimer complètement le cash. Alors, pour finir, j'aimerais donner quelques indications sur des récents travaux de recherche académiques. Donc, cette thématique, en fait, fait l'objet de plusieurs travaux qui montrent. Alors, j'ai mis deux références là, que ce sont des vidéos de présentation qui ont eu lieu la semaine passée, qui sont très bien. La première de M. Ricardo, c'est plus technique. Jason Furman et les moins. Alors, première chose qu'il montre, c'est que le faible coût de la dette, ça nous ouvre des marges. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'argent vient tout seul, hein. Les contraintes budgétaires, elles sont toujours là, mais elles sont moins serrées qu'on ne le pensait. Donc il y a des marges, ces marges ne sont pas infinies. Et puis, une autre thématique qui vient, c'est donc pourquoi s'endetter, pourquoi utiliser la politique budgétaire. Ce que d'habitude on ne sait pas trop, je dirais jusqu'à 2007-2008, la manière de voir en macroéconomie, c'était de se dire la gestion conjoncturelle, c'est la banque centrale, parce qu'elle peut bouger très vite, c'est un outil bien ciblé. Et puis la politique budgétaire, on l'a laissé de côté, puisque plusieurs recherches avaient montré qu'en fait, ça ne marchait pas tellement. Or, les choses ont beaucoup changé depuis lors. On a utilisé la politique budgétaire et on trouve que ça marche. Alors pourquoi ça ne marchait pas avant et ça marche maintenant? Il y a un effet très simple, c'est que les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt jusqu'à zéro, voire négatif. Donc, elles sont un peu contraintes. En fait, les banques centrales auraient aimé être encore plus, un taux d'intérêt encore plus négatif. Et ce que ça implique, c'est lorsque le gouvernement fait de la dépense, qui aura plutôt tendance à être inflationniste, eh ben, en temps normal, la Banque centrale réagissait et remontait les taux. Donc, ce que la politique budgétaire vous donnait, la politique monétaire le reprenait. Or, actuellement, lorsque la Banque centrale est contrainte, si le gouvernement fait un peu d'inflation,
elle va pas contrer, au contraire, elle va plutôt souhaiter la bienvenue à tout ça. Donc, on a les politiques qui vont plutôt dans le même sens. Et il y a beaucoup de choses qui disent, mais alors que finalement, est-ce qu'on ne devrait pas réutiliser plus la politique budgétaire? Et il y a une proposition qui a été faite une année, dire, mais en fait, qu'il y aurait un outil de politique budgétaire que la Banque centrale pourrait activer. Ça a exploré. Après, ce qui est délicat, c'est que comment on se coordonne sans pour autant supprimer l'indépendance des banques centrales, puisque c'est quand même quelque chose qu'on a mis en place institutionnellement, qui a de la valeur. Et donc, il faut toujours éviter que la Banque centrale ne redevienne juste finalement une dépendance du ministère des Finances, puisqu'historiquement, on a vu que c'était pas une très bonne idée. Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait que c'est une thématique qui est active, qui fait l'objet de travaux très actifs actuellement dans le monde académique. Mais alors, pour des pays comme les États-Unis, l'Europe et la Suisse est en fait un des pays qui est le plus flagrant pour cette thématique, où il y a le plus de marge. Donc, ça conclut ma présentation. Je vais arrêter le partage d'écran et puis on peut ouvrir la discussion. Merci. Merci beaucoup. Alors, Gilles a déjà une question qu'il a mis aussi dans le chat. Gilles. Oui, j'avais une question un peu technique, enfin un peu technique, mais c'est sur le fait que les taux sont bas, etc. Vous avez donné des explications, il y a des paramètres qui expliquent aussi à long terme pourquoi ils seront bas, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que depuis 2008, les banques centrales, via notamment les quantitative easing, ont inondé dans le fond les marchés de liquidités. Parce que vous avez parlé de l'épargne, vous avez parlé, etc. Mais enfin, il y a eu aussi ce phénomène qu'on connaît maintenant depuis 2010, environ 2009-2010. Oui, alors, tout à fait. Donc, ce qui est important de voir l'esprit, c'est que les taux d'intérêt que j'ai montrés sont des taux à longue maturité. Donc, imaginons que la Banque centrale fait un QE, donc crée de l'argent. Euh, Si en fait l'économie privée n'est pas prêt à absorber ça, ce que vous aurez, c'est de l'inflation. Donc, vos taux réels seraient affectés. Donc, il y a ça, et en fait, ce qu'on voit dans les recherches, pardon, c'est des estimations du taux réel d'équilibre qui vous montrent la tendance de fond. Et vous avez un peu cette tendance de très long terme qui est là pour des raisons structurelles. Pardon. Et puis, si vous voulez, on peut penser à la politique des banques centrales comme positionner le taux à plus court terme autour de cette tendance. Donc, il est tout à fait vrai que le QE a poussé les taux à la baisse. Après, bon, les taux sont à zéro, mais on a des estimations de quel serait le taux, l'équivalent en termes de taux d'intérêt d'un QE qui vous montre des taux très, très fortement négatifs. Donc, ça joue un rôle. C'est un développement plutôt récent. Euh, donc, c'est pas la tendance. Si les banques centrales étaient trop expansionnistes, on aurait l'inflation qui repart. Or, on ne voit pas ça du tout. Et donc, c'est la tendance de fond. La Banque centrale, si vous voulez, un peu joue autour de cette tendance structurelle, mais elle ne va pas la causer, puisque, de nouveau, si la politique monétaire est mal calibrée, vous allez à le voir dans l'inflation. Et donc, si plus vous avez de l'inflation, plus le taux d'intérêt à long terme va monter, en fait. Vous auriez une grosse prime inflationniste dans les taux. Et de nouveau, on parle de taux à 10 ans ici, donc on devrait le voir si c'était ça. Si c'est un taux à 3 mois, c'est une autre histoire, mais c'est pas ce qu'on regarde. D'accord, merci. Merci. Daniel. Oui, salut, bonjour Cédric. Salut. Euh, Moi, je me pose des questions par rapport à l'endettement, disons, aux dépenses qu'il y a actuellement en liaison avec la crise. Comment tu juges ça? Est-ce que ça a une influence sur toute la réflexion que tu nous as présentée ou ça va être un pic et puis après ça va se normaliser? Alors là, on a vu dans le premier graphique, il y a cette montée de l'endettement. Alors la crise Covid, d'une manière économique, je la vois de la même manière que si on avait un conflit. Donc on a historiquement, quand il y a des périodes de conflit, les États doivent faire des grosses dépenses, mais ça va
être assez court et donc on s'endette et puis après on lisse ça dans le temps. Par exemple, si on prend les séries très longues qu'on a pour la Grande-Bretagne, on voit très bien les guerres napoléoniennes, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça redescend. Donc, si on prend ça comme ça, donc on a un choc qui est important, mais qui va être temporaire. Le vaccin va arriver, quand exactement, ça reste à voir, mais en fait, on va sortir de cette situation. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est bon, ben, le coût actuel, on le prend sous forme de dette publique, et puis une fois que les choses reviennent à la normale, on ne va pas maintenir le même niveau de mesures de soutien. Donc en fait, on fait vraiment une politique budgétaire anticyclique avec ça. Et c'est d'autant plus facile que ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'avec les différentes mesures de restriction et aussi le souci qu'il y a, l'épargne privée est assez élevée. Donc il faut que si les privés, les ménages et les entreprises veulent épargner, ben, il faut qu'ils trouvent quelque chose dans quoi investir. Et en fait, la dette publique leur fournit cet actif qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'en fait, malgré cette hausse de la dette publique, les taux sont restés super bas, puisque si on veut s'endetter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à prêter. Mais il s'avère que lorsqu'on a un choc comme celui qu'on vit, le taux d'épargne augmente. Donc en fait, l'État prend le relais, mais ça reste vraiment un aspect. L'aspect Covid est vraiment de la politique budgétaire anticyclique. Une fois que l'économie est passée, qu'on a remis les choses sur les rails, il n'y a pas de raison de maintenir des déficits d'une telle ampleur. Par contre, les calculs que j'ai estimés sur le déficit faisable, ça c'est plutôt si on se projette sur des tendances de long terme. Donc, si en tendance, ben, les gens adorent la sécurité de la dette suisse, sont prêts à payer ou demandent que très peu pour l'avoir, l'économie croît. Voilà les trucs qu'on a. Mais autour de cette tendance de long terme, il peut y avoir des pandémies ou tout autre choc conjoncturel. Merci. Merci. Gilles. Oui, alors sur le même thème, justement, moi j'avais la question, c'est que vous faites dans votre approche un calcul qui montre que la Suisse pourrait, sans s'inquiéter plus que ça, s'endetter de 2,2 à 3 milliards par année, si j'ai bien compris vos propos. Là, je crois qu'on a annoncé pour cette année un déficit de l'ordre de 20 milliards, Oui. peut-être même un peu plus. On est bien d'accord qu'on ne parle pas exactement de la même chose, Ah on non, parle d'un temps ouais. très court et d'un temps très long, et puis que ces 20 milliards, on ne sait même pas s'ils sont suffisants, mais en tout cas, ils sont vraiment nécessaires pour soutenir l'économie. Voilà, donc ce Et qu'on a maintenant, c'est vraiment un choc temporaire, alors qui est grand, mais qu'on peut absorber. Et puis, on peut lire d'une certaine manière le soutien comme une forme d'investissement. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a des entreprises qui sont tout à fait viables une fois cette crise passée, mais qui ont un trou d'air. Et qu'en fait peuvent pas se dire, peuvent pas aller vers leur banque et dire mais écoutez, dans une année et demie tout ira bien, ben non, on va pas attendre ça, puis emprunter si après il faut rembourser. Enfin tout ira bien à partir de, je sais pas, d'une année et demie, mais si elles ont une grosse dette, tout ira bien plus la grosse dette, ben c'est pas forcément jouable. Donc c'est pour ça que je pense que de considérer les aides à fonds perdus est nécessaire. Après, il faut les cibler. L'arrosage indiscriminé n'est pas une bonne politique. Donc, on peut voir que si on fait une dette pour soutenir des secteurs qui se soient fonds perdus, ben, ça évite que ces entreprises viables disparaissent. Alors, on pourrait toujours dire, oui, bon, ben, elles disparaissent et puis on les recréera dans 2 ans. Mais recréer une entreprise, c'est coûteux, il y a une grosse friction. Déjà, imaginons que la moitié des restaurants ferment. Quelqu'un qui arrive dit, moi j'ai un projet de restaurant, c'est super viable, c'est une bonne idée. La banque va dire, oui mais écoutez, on vient de prendre des grosses pertes sur le secteur restauration, donc pour l'instant on a fait une croix dessus. Donc aussi préserver l'outil productif durant cette période où on l'a mis sur pause, c'est un investissement finalement pour l'avoir demain. Mais c'est vrai que alors il y a un aspect très conjoncturel, alors que les calculs que j'ai mis sont vraiment beaucoup plus sur le long terme. Et du reste, on voit les montants qui en ressortent sont beaucoup plus faibles. Moi j'aurais une question Hmm. au sujet de quelque chose que vous avez dit beaucoup plus tôt. Donc, l'IMF nous tense, en fait. C'est-à-dire, l'IMF ne dit, si j'ai bien compris, l'IMF n'a pas seulement dit que la Suisse peut se permettre d'avoir une dette plus élevée,
l'IMF dit carrément la Suisse devrait avoir une dette plus élevée. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails? Est-ce que l'IMF justifie ça par des investissements nécessaires ou souhaitables et quels investissements et quelles sont les conséquences du point de vue de l'IMF si la Suisse continue à avoir une politique budgétaire trop restrictive? Alors, le FMI ne va pas donner, dans son rapport, ils ne disent pas vous devriez viser telle dette. Ce qu'il souligne vraiment, c'est de dire, en tout cas, arrêtez de la rembourser, voire laissez-les là. Et alors, ils disent d'abord, il y a des investissements, bon, c'est les mêmes que j'ai mentionnés. Ils ne vont pas vous dire exactement voilà tel ou tel projet parce qu'ils n'ont pas une connaissance assez fine de la Suisse. Quoique quand les missions du FMI viennent et font le tour des administrations ou aussi du monde académique, c'est pas des discussions de surface. Ils arrivent très très bien préparés. Il y a vraiment ils poussent leurs interlocuteurs et, avec les bons arguments. Mais en fait, dans la mission d'article 4, ce qu'ils disent, mais attendez, en Suisse, vous avez une politique monétaire qui est à fond sur la pédale des gaz, donc qui pousse, et de l'autre côté, vous avez une politique budgétaire qui rembourse la dette. Donc en fait, vous tirez dans les deux directions, ce qui n'a pas de sens. Donc ils disent, premièrement, il vous faudrait avoir un paquet de politiques économiques qui soit plus cohérent. On peut dire, quelque part, vu que la Confédération rembourse la dette et que les marchés veulent cette dette, et puis on voit d'un autre côté le bilan de la Banque nationale qui augmente. Alors, quelque part, de fait, en fait, comme la Confédération retire cet actif que les gens veulent, la BNS se retrouve à devoir le recréer de son côté. Donc, finalement, les réserves à la BNS ou un investissement dans la Confédération, c'est des deux côtés des avoirs sur des entités publiques ou quasi publiques. Après, pas exactement par les mêmes personnes, mais bon, ça c'est un détail. Et donc, la politique budgétaire trop prudente de la Suisse pose problème pour la politique monétaire. C'est exactement ce que le FMI souligne. C'est en disant, vous avez déjà une banque centrale qui est vraiment a poussé la politique comme on l'avait jamais vu. Je crois que par rapport au PIB, on a le plus gros bilan de banque centrale du monde. Les taux d'intérêt durablement négatifs. Ils disent, mais en partie, c'est dû au fait que la politique budgétaire tire dans l'autre sens. OK, ça c'est très clair. Gilles, oui, merci. Mais d'ailleurs, c'est un peu sur le même sujet, dans le prolongement, il me semble. Moi, je me posais la question par rapport à la création du fonds souverain. Donc, vous, si je comprends bien, vous dites qu'il faudrait créer ce fonds souverain via l'endettement, Oui. vu les taux négatifs, etc. Mais est-ce qu'il y aurait, dans le fond, la Banque nationale, alors même si peut-être que ça égratignerait pour le coup, mais en one shot, son indépendance, mais c'est qu'elle a quand même un bilan énorme. Puis dans ce bilan, il y a d'ailleurs les bénéfices non distribués. Qui seront distribués dans le futur. Ouais. Ouais, mais on ne sait pas quand, parce que du coup, même en cas de crise lourde, ils ne sont pas redistribués, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de créer ce fonds souverain via ces bénéfices non distribués? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se Voilà. poser. Alors, il y a toute la problématique de distribution du bénéfice. Pour ma part, j'aime s'il y a plusieurs tâches, que ces tâches soient confiées à des entités différentes, simplement par clarté. Donc, la Banque nationale a un mandat dans la loi qui est clair de stabilité des prix. Il faut toujours faire attention si on dit, ah ben, elle fait un bon travail, donc on lui donne une autre tâche, encore une autre. C'est pour ça que dans ma proposition, je dis, on la laisse de côté. Par contre, quand le monde politique dit, ah, il faudrait faire un fonds souverain, je dis, mais allez-y. La Confédération peut le faire, s'ils le veulent. Après, il y a encore le s'ils le veulent. Mais du coup, je préfère que ce soit fait comme ça plutôt qu'indirectement par une autre institution dont ce n'est pas le mandat à la fin. Pour revenir à la distribution des bénéfices, donc la Banque nationale a dans son bilan ce qu'elle appelle la réserve de distribution future. Et l'idée, en fait, c'est comme on a un bilan, des profits qui sont assez volatiles. En fait, la BNS a un gros effet de levier. On crée du franc, on investit dans des actifs dont la valeur fluctue. On veut que ce qu'on distribue à la Confédération, au canton, soit stabilisé dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réserve et on ne fait pas d'année en année des grosses variations.
Cette réserve, soit dit en passant, la règle selon laquelle on la distribue est négociée avec le politique. Tous les 5 ans, il y a une procédure de négociation avec le département des finances qui est du reste en cours pour la prochaine vague. Alors après, on dit que le département des finances devrait être plus ou moins dur en affaires, ça, étant lié à la BNS, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Donc il y a cette distribution. Après, ce qui est intéressant, on se dit, est-ce qu'on devrait distribuer plus vite? Mais en fait, aussi rappeler que rien n'empêche la Confédération et les cantons d'anticiper ça. On pourrait très bien imaginer que les pouvoirs publics se disent, bon, ben, il y a tant, on va toucher tant sur les 10 prochaines années de la part de la BNS. Alors, c'est pas sûr, hein, ça peut varier suivant les performances du portefeuille de la BNS. Faut bien garder ça à l'esprit que c'est pas une promesse à 100%. C'est toujours contingent à ce qu'on ne fasse pas de pertes dans le futur. Mais passons. Mais on peut très bien se dire, bon, ben, prenons la moitié de ce qu'on est censé toucher. Les pouvoirs publics pourraient très bien émettre un emprunt qui est garanti par ça. Donc, si je sais que je vais toucher des dizaines de milliers de francs sur 5 ans, me dire, bon, ben, je peux aller à ma banque et puis mettre ça en fait en collatéral. Donc, rien n'empêcherait les cantons et la Confédération de dire, on va faire cet emprunt et puis quand le versement de la BNS arrive, eh ben, on va l'utiliser pour rembourser cet emprunt. Et donc, parce qu'en fait, la BNS fait sa distribution, mais elle n'a pas vocation non plus à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Là, il y a un partage des tâches qui est là, qui est sain à mon avis, parce que d'un coup, on se dit, mais alors s'il faut décider les orientations de la politique budgétaire via une institution qui, au final, est une institution non élue, non, c'est pas le mandat, là, ça devient un peu délicat, simplement d'un point de vue de gouvernance institutionnelle. Donc, elle dit, on va distribuer, on lisse ça pour éviter les à-coups. Après, qu'est-ce qui en est fait? Ou est-ce qu'on se met une politique budgétaire qui va anticiper ces distributions? Rien n'empêche les pouvoirs publics de le faire. Après, est-ce qu'ils en ont la volonté? Ça, c'est une autre histoire. Merci. Est-ce que j'ai manqué Eloïsa qui voulait à un certain moment? Est-ce que tu as levé la main? Oui, j'avais une question, mais alors voilà, sans trop changer de sujet, mais de voir comment on peut faire les analogies par rapport aux dettes cantonales ou d'un échelon en fait plus bas, notamment par rapport au calcul de la marge que vous avez fait des 2,2 milliards. Est-ce qu'on peut faire des analogies à ce niveau-là? Oui, alors tout à fait, on peut. Et en fait, elles ont été faites. Il y a un travail de recherche qui est sorti quelques années, enfin c'est pas si loin, ça fait 2 ans, par Niels Sogel de l'IDEAP à Lausanne et un co-auteur. Je peux aller après chercher le lien, puis je vous le mettrai sur le chat, qui a fait ça pour les cantons. Exactement le même genre de travail que je fais. Et là, ce qu'ils ont dit, c'est en fait comment il y a les cantons, et il y a beaucoup plus d'observations que juste la Confédération. Et donc, ils ont estimé l'effet de la dette sur le taux d'intérêt. Et plus on s'endette, plus le taux d'intérêt monte. Et avec ça, on peut estimer quelle serait la dette optimale dans le sens de maximiser ce rendement. Alors, ils n'ont pas utilisé le terme de fonds souverains, mais en fait, l'idée est un peu la même. On dit on peut se financer à des conditions faites. On peut réinvestir. Ils ont pris comme rendement d'investissement le rendement des fonds de pension en Suisse. Puis ils se sont dit, bah, si un canton peut emprunter puis investir comme les fonds de pension, quel est le niveau de dette qui maximiserait ça? Alors c'est très hétérogène par les cantons, mais ils trouvaient que le médian pouvait presque doubler sa dette, sauf erreur. Donc il y a cette marge et puis ils l'ont estimé. Après, c'est des estimations, il n'y a jamais exact. Et puis, ça dépend beaucoup des cantons. Comme vous pouvez imaginer, un canton comme Neuchâtel a beaucoup moins de marge qu'un canton comme Schwyz, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Romain, par exemple, qui est là au point le plus inconfortable de la chose, parce qu'il doit décider ce qu'il veut pour la politique financière du canton, etc. Je te remercie, Gabriel. Je n'ai pas spécialement une question. C'est assez intéressant. Il y a un niveau technique qui est important. Bon, on voit l'impact plus au niveau fédéral, peut-être que celui des cantons, mais en même temps, la logique s'applique, comme vous l'avez dit, aussi au niveau du canton. Nous, je dirais, voilà, au niveau PS, c'est vrai qu'on a une logique qui est vraiment très anticyclique, donc de jouer justement sur la dette,
Donc, ce qui est bien, en tout cas, un très grand merci, c'est que c'est des éléments justement plutôt de politique monétaire qui nous confortent peut-être dans ce jeu-là. Mais enfin, vous l'avez bien exprimé aussi, hein, peut-être que la droite, et j'espère qu'elle pourra avoir de tels éléments, mais peut-être, j'espère pas ensuite comprendre sur la logique de baisse d'impôts, même si dans le cadre de la crise actuelle, c'est vrai qu'il y a quand même en matière de fiscalité, il y a une certaine souplesse qui est en train d'être effectuée aussi, notamment, bon, c'est plutôt sur, ce sont des détails, mais sur les taxations d'office ou des éléments comme ça, où il y aura peut-être en effet une moins grande rentrée et puis une plus grande souplesse au niveau de la perception fiscale. J'ai pas de questions là supplémentaires, par contre. Merci. Gilles, alors. Moi, j'en ai une. Alors, j'en ai une qui est dans le même sujet, puis après, j'en ai une qui sort un peu du sujet sur lequel on est tout de suite. C'est, dans le fond, là, on réfléchit aux dettes fédérales par rapport au PIB du pays. On réfléchit au niveau cantonal relativement aux PIB cantonaux. Mais par exemple, moi, ça m'était arrivé de faire des calculs dans mon coin, de me dire quel est le ratio de dette par rapport au PIB du canton de Genève. Et puis, intuitivement, j'avais en fait additionné la dette cantonale, les dettes communales, et puis j'avais pris une partie qui est de l'ordre de 6,7% de la dette de la Confédération, en me disant bah, c'est la part genevoise, parce que je crois qu'on est 6,7% de dette, on représente 6,7% de la population suisse à Genève. Et puis, j'étais arrivé à un ratio de dette genevoise. Et là, en fait, vous faites un raisonnement qui est séparé, en fait, entre les niveaux institutionnels de la Confédération. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, on pourrait très bien faire le même raisonnement en incluant la dette des cantons. Donc, si on prend la dette de toutes les collectivités publiques en Suisse, on est entre 25-28% du PIB. Alors, j'ai pas fait le calcul à ce niveau parce que la raison, simplement, c'est que si je veux faire le même calcul proprement, il faudrait que je regarde le taux d'intérêt que les cantons payent, ou du moins en prendre une moyenne. Parce que si j'applique le taux d'intérêt de la Confédération à un canton avec une situation plus délicate, je peins un peu trop les choses en rose, parler. Ouais, Donc après, ça pourrait se faire. Vu que le ratio d'endettement sur les cantons est assez stable, je pense pas qu'on aurait des résultats très différents. Et en fait, même des cantons comme le canton de Genève, qui a une dette substantielle, ont réussi à lever, sauf erreur, des investissements à des conditions très intéressantes. Oui, Donc, ouais. L'année passée, il y a eu 300 millions levés à 40 ans à 0%, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas aussi bien que moins 0,5, mais déjà à 40 ans, enfin, c'est énorme. Les gens parquent leur argent auprès de République et canton sur une telle durée. Quand on commence à compter les maturités en fractions de siècle, c'est quand même assez intéressant. Il y a d'autres cantons, le canton où j'habite, Fribourg, qui a une dette négative, qui a une fortune nette d'un milliard, pour qui le calcul serait là, mais qui a une attitude plus prudente, on va dire, que ça. Alors qu'en fait, ils auraient une marge qu'ils pourraient exploiter. Mais en fait, ce n'est pas une mauvaise utilisation de la langue de dire prudent, parce qu'en l'occurrence, si on prend au sérieux le fait que l'intérêt public, d'après le FMI, maintenant j'ai eu les initiales dans l'ordre forcé, d'après le FMI, l'intérêt public demande de ne pas être en plus, mais d'avoir une dette sensée au niveau, peut-être pas forcément au niveau totalement optimal, mais à un niveau raisonnable pour pouvoir investir pour le bien public. Donc, ce n'est pas prudent de ne pas avoir de dette. C'est prudent d'en avoir. La dette zéro, c'est pas du tout optimal. Je te fais d'accord. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'être
dans un débat télévisé, c'est sur infrarouge sauf erreur, avec Monsieur Godel, qui est le grand argentier fribourgeois. On n'était pas du même côté du débat, mais c'était très intéressant. Et puis il me disait, mais moi je ne suis pas endetté. Et je lui répondais, mais regardez aussi les investissements que vous avez ratés avec ça. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, ouais, prudence, peut-être que le terme de frilosité serait plus adéquat, on peut en débattre. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a tendance, dans le débat en Suisse, à voir que le côté coût. En fait, on va s'endetter. C'est mal, mais tu vois, pareil, imaginez une entreprise qui développe un nouveau produit ou qui devient très populaire parmi ses clients. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, bon, on ne veut pas aller à la banque pour construire un nouvel emplacement ou embaucher du monde parce que ça fait de la dette. Dit oui, mais si cet emplacement vous permet de vendre et de faire des revenus, pourquoi pas? Enfin, on peut imaginer que si un trésorier d'une entreprise faisait ce genre de raisonnement, la personne se retrouverait à chercher un nouveau travail assez vite. Donc, donc c'est dit de voir que le côté fardeau. Alors, c'est vrai qu'un gouvernement ne va pas investir dans une activité marchande. Donc, le côté rendement, il n'est pas aussi clair que sur une entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il n'y a pas que les activités marchandes. Mais au contraire, vous faites une infrastructure de qualité, vous vous investissez dans la formation. En fait, vous soutenez la productivité du secteur privé en faisant ça. Et il y a beaucoup aussi d'études, alors c'est un point que je n'ai pas touché dans ma présentation, mais qui regarde ce qu'on appelle le multiplicateur budgétaire. Donc, si on met 100 francs de dépenses publiques, combien on se retrouve au final? Et ces études montrent en fait que durant des périodes de très faible conjoncture, ce multiplicateur est très favorable. Si vous avez une économie qui va déjà très bien, le multiplicateur n'est pas intéressant parce qu'en fait, vous faites que déplacer une activité privée. Par contre, si votre économie, attendez, juste supprimons mon attel, voilà. Si votre économie un peu le dos au mur, et surtout par exemple si vous avez des gens qui ont des contraintes d'emprunt. Donc, on peut imaginer une situation où les ménages disent ça va pas maintenant, mais j'ai pas d'emploi, mais j'en aurai dans un an. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est emprunter pour lisser ma consommation. Or, en période de crise, peut-être qu'on va pas vous prêter pour ça. Par contre, si le gouvernement vient et vous dit, écoutez, moi je vous fais un transfert aujourd'hui, puis vous le repayez sous forme d'impôt demain, ça marche parce qu'en fait, le gouvernement emprunte pour moi au final. Et il me donne aujourd'hui pour que je repaye demain, ben c'est un emprunt. Donc, ce multiplicateur est très efficace en période de conjoncture, ce qui veut dire que la politique budgétaire est un outil qui marche bien quand on en a le plus besoin. Donc, c'est plutôt sympathique comme message. Oui. Merci. Romain. Oui, c'est vraiment en lien avec ça, l'effet multiplicateur. On l'avait vu dans le cadre des travaux au tout début RIE3 à l'époque. Il y avait une étude justement qui avait été mandatée par le Conseil d'État auprès de la HEG de l'UNI. Ce qui est intéressant, c'est de voir, enfin, dites-moi si vous, de votre côté, les études montrent ça, c'est-à-dire que l'effet multiplicateur, en effet, de l'investissement public, on va dire, est important en période de crise pour l'économie. À l'inverse, quel est justement l'effet multiplicateur? Et nous, ce qui nous est apparu, c'est qu'il était nettement moins important de la baisse d'imposition sur l'économie, parce que c'est quand même très souvent, nous, au niveau politique, un argument qu'on entend des rangs de droite, c'est de dire justement, il faut baisser l'imposition pour pouvoir relancer l'économie, l'effet de ruissellement, etc. Alors qu'il semblerait justement que l'effet multiplicateur sur la relance économique soit beaucoup plus faible que l'investissement public. Alors, plusieurs études ont montré ça. Du reste, c'est un point que dans ce que j'avais écrit il y a une année. J'ai inclus une revue de littérature là-dessus. Ce que ça montre, alors d'abord, l'effet multiplicateur pour les investissements publics est très fort, puisqu'en fait, vous investissez, vous augmentez la productivité du secteur privé, tant que vous ne construisez pas des ponts qui vont vers nulle part ou ce genre de choses, bien entendu. Pour les coupes d'impôts, le multiplicateur est substantiel, mais on a beaucoup moins d'études. Et en fait, la précision des estimations est bien moindre. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'en fait, il faut encore voir de quel impôt on parle. Si par exemple, on coupe les impôts sur le haut de revenu, comme Donald Trump l'avait fait, là, l'effet multiplicateur, il est très faible. Et c'est pas du tout surprenant d'un point de vue de théorie économique. Si vous donnez de l'argent à des gens qui en ont déjà largement assez, ils vont pas le dépenser.
Et c'est ce qu'on a vu quand il y a les coupes d'impôts récemment aux États-Unis. Les entreprises n'ont pas investi parce qu'elles n'avaient pas de problème de cash flow. En fait, elles ont racheté leurs actions. C'était ça la principale action. Par contre, si vous faites une coupe de revenus qui va plutôt porter sur des personnes aux revenus plus faibles, et là, par exemple, ce qui se fait nouveau aux États-Unis, c'était réduction sur ce qu'on appelle le payroll tax, qui en fait sont les contributions AVS, Social Security. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, les contributions AVS ont une limite de revenu. Contrairement à chez nous, enfin, comme chez nous, la prestation que vous touchez à la retraite, elle est limitée. Mais les Américains, du coup, ont dit, ben, comme c'est le cas, ce que vous payez durant votre vie active par année, c'est aussi limité. Alors que nous, il n'y a pas cette limite. Et donc, c'est un impôt qui, en fait, va plutôt frapper les gens à revenus moyens, voire faibles. Or, quand vous faites des réductions de cette prestation, vous allez avoir plus d'effets parce qu'en fait, vous allez atteindre en partie des gens qui sont vraiment serrés dans leur budget et tout argent qui leur arrive, ils vont le dépenser. Quand vous faites aussi transfert, par exemple, c'était en 2008, Oncle Sam a envoyé un chèque de $600 par ménage. Les gens qui étaient bien lotis n'ont pas dépensé. Par contre, tous les gens qui étaient au plus bas de l'échelle l'ont dépensé. Donc, quand vous faites une coupe d'impôt, le multiplicateur n'est pas estimé précisément parce qu'en fait, coupe d'impôt, c'est très général. Vous pouvez avoir des mesures avec des effets très différents. Certaines vont avoir un effet d'eau. Par contre, plus en fait, vous allez réduire les impôts sur le haut de l'échelle, moins il va y avoir d'effets, tout simplement parce que les gens ne sont pas contraints. Et l'effet aussi, on dit, ah, mais si on réduit la taxation, ça stimule l'investissement. On ne le voit pas. Les études multiplicateurs ne montrent pas ça. De nouveau, dans le cas des États-Unis, les entreprises investissaient peu, pas tellement parce qu'elles n'avaient pas les moyens, mais en gros, plutôt parce qu'elles se disaient, ben, finalement, si la demande n'est pas vraiment là, pourquoi s'embêter à investir? Et je pense que Héloïsa était à manger. Oui. Il y avait Gilles d'abord, mais Bon, je voulais juste dire merci pour ce plaidoyer pour la progressivité de l'impôt. Et on pourrait monter la productivité vers le bas, mais dans l'autre sens. Ça, c'est un de Oui, mes c'est sujets ce que favoris, vous d'avoir l'impôt disiez. négatif au bas de l'échelle. On pourra peut-être en parler après. Héloïsa. alors peut-être, ouais, juste pour continuer un peu dans la discussion, aller au-delà, enfin, je trouvais intéressant parce qu'on a aussi beaucoup de discussions avec la droite sur la considération et la définition des investissements. Alors évidemment, il y a les infrastructures et les constructions concrètes, mais vous l'avez rappelé, il y a aussi tout l'enjeu de la formation et de l'investissement pour les générations futures qui est moins tangible physiquement. Et quand vous parlez de formation, vous avez aussi évoqué la formation continue. Est-ce que c'est quelque chose qui est circonstanciel ou est-ce que l'éducation est considérée en tant que telle comme un investissement par vous enfin voilà, parce que là on rentre dans des frais de fonctionnement en fait. On n'est pas dans. Alors, ouais, donc de manière comptable, et qu'on considère l'éducation comme une dépense. Mais en fait, d'un point de vue économique, on se dit, mais si on fabrique du capital humain, ça a plus de sens d'y raisonner comme un investissement. Après, bien sûr, ce qui est difficile, c'est de chiffrer le rendement. Bon, ça dit, quand vous faites une route, vous n'avez pas un rendement strictement parlé. Donc là, il y a un côté un peu sémantique qui vient, mais si on dit, mais c'est quoi un investissement? C'est quelque chose qui permet de construire une ressource productive sur la durée. Ben, là-dedans, la formation rentre là-dedans. Et c'est d'autant plus important que maintenant, avec tous les champs d'économie digitale, il y a un vrai besoin de formation. Et, on parle des générations futures, mais je dirais les générations actuelles. Le risque, c'est quand même s'il y a des gens qui sont, je sais pas, quarantaine, cinquantaine, qui n'ont pas été formés digitalement, qui se retrouvent sur le carreau. Et en fait, si on dit, ah, mais l'éducation coûte trop cher, quand on discute de politique économique, la question que je lance toujours, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est pas ce qu'on a connu hier. L'alternative, c'est ces gens ne sont pas formés correctement et ils se retrouvent au chômage de longue durée, à l'aide sociale, etc. Ce qui au final est beaucoup plus coûteux. Mais parfois, on a un peu les silos où chacun voit son bout du coup. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est une vision d'ensemble qui est un peu dire, bon, vous allez payer de toute manière. Alors, choisissez si vous payez sous forme d'une formation ou si vous payez plus tard, voire plus, sous forme d'aide sociale.
je pense que les mêmes considérations s'appliquent à la petite enfance, c'est-à-dire plus vous investissez à fond perdu sur le moment dans le financement étatique de la petite enfance, c'est-à-dire que les gens, mais surtout les femmes, puissent être actifs plus librement, plus vous avez des retombées après, mais sans jamais pouvoir les chiffrer. Ouais. Et là, peut-être, juste pour rebondir là-dessus, vite. Donc, il y a deux aspects que je verrais. D'abord, il y a l'aspect de libérer les parents pour venir. Donc là, cette thématique des crèches. Mais il y a aussi, beaucoup d'études ont montré, par exemple, ça se fait beaucoup en économie du développement, plusieurs collègues là-dedans à l'Institut, qui montrent qu'en fait, l'investissement dans la petite enfance au niveau du développement des capacités de santé et cognitif, après, permet a des conséquences sur l'ensemble de la vie des gens. Si vous mangez pas à votre faim au début de votre vie, ben, ça va avoir des séquelles permanente et votre capacité en fait à suivre une bonne éducation, elle va être énorme. Donc c'est un des investissements en fait qui a le plus gros rendement. Héloïsa. Ouais, non, c'était juste en précision aussi. Ça veut dire que souvent on invoque l'enjeu de l'autofinancement des investissements pour dire si, donc dans les votes budgétaires pour dire si le niveau de dette est trop important ou pas, mais donc en fait c'est pas du tout important. Alors après, c'est plus difficile à chiffrer, je dirais. Après, c'est clair que si on dit, bah, on va investir dans une infrastructure que personne va utiliser, c'est pas un bon calcul. Donc, l'idée de se dire, bon, j'aimerais quand même savoir ce que l'économie en retire. Alors, si c'est un investissement purement financier, vous avez votre rendement, le calcul est relativement aisé. Quand on parle de petite enfance ou d'infrastructure, c'est plus difficile. Cela dit, il y a des recherches économiques qui ont été faites là-dessus. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas, point. On a des estimations, après avec une certaine marge de confiance. Mais le concept à la base de dire investissons dans ce qui rapporte pas forcément financier, mais qui a un rendement, ça c'est tout à fait sain. Et heureusement, après, il faut estimer ce rendement. Merci. Gilles voulait encore intervenir. Oui, moi, tout à l'heure, vous avez fait référence à cette notion, à comment dire, pas ce trade-off, mais enfin, cette balance entre un investissement privé et finalement l'État qui s'endette pour les citoyens. C'est vrai que c'est frappant, et si on reste dans le domaine de l'éducation, moi, il m'arrive fréquemment de faire référence aux États-Unis où il y a eu un report sur les familles, finalement, qui s'endettent énormément pour payer les études de leurs enfants. Alors, on voit qu'on fait reposer finalement sur l'endettement privé et sur des acteurs économiques qui payent des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que l'État. Et puis, on mutualise pas la dette avec maintenant des inquiétudes quand même. Alors, ça revient un peu, ça part, ça revient, mais des inquiétudes sur une bulle qui exploserait sur l'endettement privé aux États-Unis sur les étudiants ou les familles. Enfin, je ne sais plus très bien si c'est des Oui, étudiants. la problématique des prêts étudiants aux États-Unis. Et non, mais en fait, c'est un système qui est assez spécial parce que littéralement, c'est des programmes où l'État va garantir un prêt privé. Euh, Okay. Après, il y a certains prêts qui sont faits par l'État, mais surtout si les gens qui font des formations en médecine comme ça, qui sont longues et très coûteuses, vous avez souvent, en lisant la presse, des histoires de gens qui vont passer les 20 premières années de leur vie en fait à repayer leurs dettes avec des taux d'intérêt substantiels. Donc, il y aurait plus de sens de faire une mutualisation, quitte à après se dire, mais ce que vous payez, en fait, est en proportion de votre revenu. Donc, après, il faut toujours un équilibre, parce que si c'est quelqu'un qui veut se lancer, puis il dit, ouais, mais finalement, c'est tout ce que je gagne va partir. L'effet désincitatif de l'impôt, alors il n'est pas dès le premier franc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc mais ça, c'est des histoires de calibration, en fait. C'est pas quelque chose que je verrais comme un deal stopper, donc quelque chose qui bloquerait le système. Et en fait, vous pouvez aussi dire, si
vos premières années, vous allez dans l'éducation, surtout dans des endroits défavorisés, on considère ça que c'est une forme de service public, et puis il y a une ristourne sur ce que vous devez rembourser. On peut tout à fait imaginer ça. Mais oui, ça c'est un gros problème aux US d'avoir fait ça. Puis d'un autre côté, comme on réduit le soutien aux unis, ben, du coup, ça se reporte sur les frais d'inscription. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Merci. Donc, Romain devrait nous quitter. Mais en fait, Monsieur Tille, je pense que vous serez aussi assez heureux de terminer assez tôt.